Dans cette vidéo, on regarde l'exercice 274, donc un CCP majeur de 2016, dans lequel on prend une famille x1, xn de variables aléatoires réelles discrètes qui admettent chacune une variance. Et on pose la matrice S, qui est la matrice des covariances de xi, xj. Donc c'est une matrice carrée. Est-ce que déjà cette matrice a du sens? On nous donne ici que chacune des variables admet une variance, et on sait que c'est une des conditions pour que la covariance de xi, xj existe. On sait que si x et y admettent une variance, alors cof de xy existe. Donc cette matrice déjà est bien définie, elle a un sens. Puis après on pose f qui a une matrice colonne u égale u1, u2, un, associe le réel f de u, qui vaut 1 sur la norme de u au carré fois la variance de la somme des uxi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette norme? On nous le dit juste derrière. On nous parle de la norme euclidienne usuelle sur Mn1 de R, définie par u, la norme de u égale la racine carrée de la somme des u carrés. C'est la norme qui est associée au produit scalaire usuel sur Mn1 de R, qui est définie par, qui est au couple xy associe t de x, la transposée de x fois y. Donc le réel défini par transposée de x fois y. Donc on nous demande dans une première question quelle est la propriété présente la matrice S, puis la matrice S est-elle diagonalisable? Donc il va falloir trouver une propriété de la matrice S qui nous permette de dire rapidement que la matrice est diagonalisable. Et quand on regarde la matrice S, c'est une matrice de covariance. Et on sait que la covariance est une application qui est bilinéaire symétrique, ce qui veut dire que cof de xi, xj égale cof de xj, xi. Et ce qui nous assure que notre matrice S va être symétrique. Et comme c'est une matrice symétrique réelle, elle est diagonalisable dans Mn de R. On sait même plus que ça, elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Ensuite, on nous donne les valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n de S, rangées de telle sorte que lambda 1 plus grand que lambda 2 plus grand que lambda n. Remarquez bien ici qu'on a pris des supérieures ou égales, parce que rien n'indique que les valeurs propres seront différentes. Et après, on vous demande de démontrer que pour tout u dans Mn1 de R, donc pour n'importe quelle matrice colonne, f de u est plus petit que lambda 1. Avec égalité, si seulement si u est un vecteur propre de S associé à la valeur propre lambda 1. Donc pour faire ça, on va commencer par prendre un vecteur u de Mn de R, et on va regarder ce que c'est que cette quantité-là, la variance de la somme des uxi, qui est au cœur de la définition de f de u. Donc on regarde cette variance-là. On a une propriété, encore une fois, qui nous dit que la variance, c'est la covariance, enfin la variance de x, c'est la covariance de xx, et en utilisant la bilinéarité de la covariance, on va obtenir que c'est la covariance de la somme des uxi, ça va être la somme des covariances de uxi, uj, xj, ce qu'on peut réécrire en sortant le i d'un côté et le uj de l'autre. Donc on aurait pu les mettre tous les deux devant. Mais si j'ai mis le uj derrière, c'est pour qu'on reconnaisse bien ici, donc avec la somme pour j variant de 1 à n, le résultat de ce produit matriciel. Donc ça nous donne une matrice colonne. Et après, on peut faire le produit avec la matrice ligne UI, et on obtient qu'en fait, cette quantité-là, c'est le produit matriciel de T de U SU. Alors si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à poser ce calcul-là pour vous rendre compte que c'est bien égal. Ensuite, on va utiliser le caractère symétrique réel de S qui nous permet de trouver une matrice P orthogonale et une matrice D diagonale telle que S égale PD T de P. C'est important ici de prendre une matrice orthogonale parce qu'on voit qu'on a les transposés qui apparaissent là et on sent que ça va être un exercice où on va utiliser un petit peu le produit scalaire. Donc on prend bien une matrice orthogonale, sinon on va vite être coincé. Et on voit tout de suite qu'on a bien fait parce que quand on recalcule T de U SU, donc cette quantité-là, on remplace S par sa valeur et on voit dans cette quantité-là la transposée de celle-ci. Alors je vous rappelle que la transposée de AB, c'est T de B fois T de A, ce qui explique que l'ordre soit inversé ici. Et on se rend compte que finalement, le calcul qu'on a ici nous dit que c'est un vecteur, la transposée d'un vecteur fois D fois un vecteur. Donc on a envie après de poser V égale ce vecteur-là, donc V1, Vn, et on va vérifier plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que la norme de V au carré? Donc vu que c'est la norme associée à un produit scalaire, la norme de V au carré, c'est T de V scalaire V, et on remplace V par sa valeur, donc par cette valeur-là. Et encore une fois, la transposée de cette quantité-là, ça va être T de U, fois la transposée de la transposée de P, donc attention à l'ordre, fois la transposée de P fois U. Et on reconnaît au milieu P fois T de P, et comme P est une matrice orthogonale, on obtient que P fois T de P égale I. Et donc il ne me reste plus que T de U fois U, ce qui encore une fois, comme c'est la norme euclidienne associée au produit scalaire canonique,
c'est la norme de u au carré. Donc on se rend compte que là-dedans, que cette quantité-là, norme de u au carré, sera égale à la norme de v au carré. Ensuite, on regarde maintenant ce que c'est que la variance de la somme des uxi. Donc on a vu que cette variance-là est égale à t de usu, lui-même égal à cette quantité, et avec mes nouvelles notations, c'est donc égal à t de v dv. Et ce t de v dv, on peut calculer ce que ça donne. Pareil, poser le produit si vous voulez, mais on va obtenir la somme des lambda i vi au carré. Et après, quand on regarde chacun des termes, ici, celui-là par rapport à celui-là, vi au carré c'est un réel positif, et lambda i est toujours plus petit que lambda 1, parce que lambda 1 c'était la plus grande valeur propre. Donc du coup on a lambda i plus petit que lambda 1, on multiplie par vi carré, et on somme ces inégalités. Et finalement ici le lambda 1 on peut le passer devant, et on reconnaît la somme des vi carré, donc c'est la norme de v au carré. Donc finalement mon f de u, qui était égal à 1 sur u carré fois cette variance-là, 1 sur u carré c'est égal à 1 sur la norme de v au carré. Cette variance, on a vu qu'elle était plus petite que lambda 1 fois la norme de v au carré. Et lambda 1 fois la norme de v au carré sur la norme de v au carré, ça me fait bien lambda 1. Donc j'ai bien obtenu ma majoration f de u plus petit que lambda 1. Ensuite, on vous demandait de démontrer que l'égalité était vérifiée si et seulement si u était un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. Donc effectivement, si on prend un vecteur propre de S associé à la valeur propre lambda 1, alors la variance, avec le calcul qu'on avait fait en haut, c'est t de u SU. SU, ça va valoir du coup lambda 1U, et en passant le lambda 1 devant, on obtient lambda 1 fois t de u, c'est-à-dire lambda 1 fois la norme de u au carré. Et du coup, mon f de u, qui est 1 sur la norme de u au carré fois cette variance-là, ça me fera lambda 1 fois u au carré sur u au carré, donc ça me fera lambda 1. Réciproquement, imaginons qu'on ait égalité. Alors on va reprendre tous les calculs qu'on a fait ici, et on se rend compte que pour avoir égalité, il faut avoir égalité de partout. Donc déjà, ici, on avait égalité, donc pas de problème. Là, on a égalité, pas de problème. Ah, là, on avait une inégalité. Donc on va essayer de regarder d'où elle vient, cette inégalité. Le 1 sur u carré est égal à 1 sur v au carré. Donc là, l'inégalité ne vient pas de là, mais l'inégalité vient de cette inégalité qui est ici, au cœur de notre calcul. Partout ailleurs, il y a des égalités, en fait. Donc pour qu'il y ait égalité, il faut que j'ai égalité ici. Et quand je dis pour, il faut que, c'est même un si et seulement si, j'ai égalité. Si et seulement si, j'ai égalité là. Et donc du coup, avoir égalité là, si je passe tout ce membre-là de l'autre côté, j'obtiens que ça veut dire que la somme des lambda 1 moins lambda i fois vi au carré égale 0. C'est ici une somme de termes positifs parce qu'un carré est positif et lambda 1 est la plus grande valeur propre. Et une somme de positifs est nulle si et seulement si chacun des termes est nul. Donc on obtient comme ça que lambda 1 moins lambda i vi au carré égale 0. Et on se rend compte que du coup, si lambda i est différent de lambda 1, comme ce produit-là est nul, ça me dit que VI est nul. Et donc, moi, j'avais U qui est égal à PV. Donc, ça vient de ce qu'on avait écrit ici. Donc, T de PU égale V. Donc, U égale PV. PV, c'est quoi? Si on... V, c'est une matrice colonne. P, c'est une matrice carré. Et donc, si on développe par bloc, ça va me donner la somme des VI-CI, où CI sont les colonnes de P. Et CI, c'est aussi les vecteurs propres de S qu'on avait trouvé au départ. Donc ils forment une base orthonormée formée de vecteurs propres de S. Donc du coup, j'ai obtenu que si lambda i est différent de lambda 1, VI est nul. Donc du coup, il va me rester là-dedans que les VI pour lesquels CI est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. Ou lambda i, mais lambda i égale lambda 1 en tout cas. Et donc du coup, j'obtiens que U c'est une combinaison linéaire de vecteurs propres associés à la valeur propre lambda 1. Donc c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1, parce que je vous rappelle que l'espace propre est stable par combinaison linéaire. Et on avait posé U non nul, donc c'est bien un vecteur propre. Alors ensuite, on vous donnait une matrice A particulière, donc on supposait qu'on avait 3 variables aléatoires, cette fois-ci, telles que la matrice des covariances soit celle-ci, avec A qui appartient à 0,1, et on demande de trouver les valeurs propres de S. Donc pour ça, pas de souci particulier, donc on va calculer le polynôme caractéristique. On se rend compte que sur chaque ligne, on a la même quantité quand on somme. Donc on va remplacer la colonne 1 par la somme des colonnes. Puis on va mettre le x moins 2a moins 1 qui apparaît en facteur. Et puis avec ce 1 qui est là, on va annuler les 1 qui sont en dessous. Donc en faisant les opérations, ligne 2 reçoit ligne 2 moins ligne 1, ligne 3 reçoit ligne 3 moins ligne 1. Et ainsi, on va pouvoir ensuite développer par rapport à la première colonne, qui est une colonne intéressante parce qu'il y a beaucoup de zéros, il y a un seul 1. Et du coup, on va obtenir que notre
notre polynôme caractéristique, c'est x moins 2a moins 1 fois x plus a moins 1 au carré. Bon, remarquez d'ailleurs qu'ici, pour calculer les déterminants, on peut développer par rapport à la première colonne, mais on peut aussi voir que la matrice est en fait triangulaire supérieure, et donc son déterminant, c'est le produit des termes diagonaux. Bon, alors du coup, a priori, on a deux valeurs propres, distinctes, 2a plus 1 pardon, et 1 moins a. Attention toutefois à bien vérifier qu'elles sont effectivement distinctes, ce qui n'est pas complètement évident. Et on se rend compte ici, quand on regarde, que 1 plus 2a et 1 moins a, pour qu'ils soient égaux, il faudrait que 3a soit égal à 0, donc a égale 0, ce qui n'est pas le cas parce qu'on a pris a dans 0, 1 ouvert. Donc on a bien deux valeurs propres distinctes. Donc le spectre de S, c'est cet ensemble-là. Et on obtient au passage que 1 moins a, c'est une valeur propre double, et que 2a plus 1 est une valeur propre simple. Enfin, on veut regarder quand est-ce que f de u est maximum sur l'ensemble des matrices colonnes. Et on veut regarder pour quelle matrice c'est atteint. Donc on va réutiliser ce qu'on a fait dans la question 2. On sait que le maximum c'est lambda 1, donc la plus grande des valeurs propres. Donc ici c'est 1 plus 2a. Et on sait que ce maximum est atteint si et seulement si u est un vecteur propre de S, c'est la propre 1 plus 2a. Donc nous, on regarde la matrice A, déjà, on va chercher ses vecteurs propres. Et quand on regarde la matrice A, on se rend compte que sur chaque ligne, on a la même somme qui fait 1 plus 2a. Donc, on a un vecteur propre naturel qui apparaît, qui est le vecteur propre 1, 1, 1. Donc, on a trouvé un vecteur propre. Donc, automatiquement, on a vec de 1, 1 qui est inclus dans E1 plus 2A de S. Et comme c'est une valeur propre simple, on sait que l'espace propre est de dimension 1. Donc, on a une inclusion et l'égalité des dimensions, donc on a l'égalité. Donc, finalement, là, j'aurais dû mettre un égal. Vu que c'est une valeur propre simple, on sait directement que l'espace propre associé est de dimension 1. Finalement, les U qui réalisent ce maximum, c'est donc les éléments de ce vecteur-là, privé de 0.